Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on joue aux échecs. Dans les prochaines on verra comment est-ce qu'on joue bien. D'abord il faut voir quelles sont les règles. Donc, qu'est-ce que c'est que le jeu d'échecs? Le jeu d'échecs c'est un jeu à deux joueurs au tour par tour qui se joue sur un damier 8x8. La position de départ il y a 32 pièces. Il y a un joueur qui joue blanc, un joueur qui joue noir. Celui qui joue blanc a toujours le trait, c'est-à-dire qu'il joue le premier coup. Le but des échecs, c'est de capturer le roi adverse. Donc le roi, c'est cette pièce-là, et celle-ci réciproquement. Si le roi adverse est pris, vous avez gagné la partie. Si votre roi est pris, vous avez perdu la partie. Pour arriver à cette fin-là, vous avez le droit à absolument tout. Vous pouvez sacrifier toutes vos pièces, il n'y a aucun problème. Le seul but aux échecs, et c'est ça qui en fait une grande partie de sa beauté, c'est qu'il faut prendre le roi. Petit exemple. Dans cette situation, si c'est au noir de jouer, ils peuvent gagner immédiatement la partie. Le coup pour ça, c'est de jouer tour E1. Donc là, ce qui se passe, je vais vous expliquer le mouvement des pièces après, il n'y a aucun problème. Mais en fait, la tour menace toute cette colonne-là. Donc le roi est menacé par la tour et il va être pris. Et il ne peut pas bouger, donc il ne peut pas s'enfuir parce que il est bloqué par les pions. Toute la colonne, enfin toute la ligne est prise par la tour. Et aucune des pièces ne peut l'aider. À ce moment-là, le coup prochain, et c'est sûr parce que c'est le meilleur, la tour noire va réussir à prendre le roi blanc. Et donc à ce moment-là, ça sert à rien de jouer un coup de plus. En fait, on dit que le roi est perdu. Et ça en perse c'était skak mat, le roi est perdu. Ça a donné échec et mat. Et donc là, les blancs sont en position d'échec et mat. Échec tout court, ça veut dire qu'on menace le roi. Échec et mat, ça veut dire on menace le roi, il ne peut plus s'en sortir. Et donc là, les noirs ont gagné la partie. Maintenant, et malheureusement, aux échecs, il n'y a pas que des situations de victoire et de défaite. Il y a plein de situations où c'est match nul. On appelle ça patte, et il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est le siège. La deuxième, c'est la répétition. Et la troisième, c'est le manque de matériel. On va commencer par le siège. Donc, si jamais vous êtes dans une position où c'est à votre tour de jouer, mais vous ne pouvez pas jouer, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun coup qui est autorisé, à ce moment-là, c'est patte et partie nulle. Par exemple, dans cette situation, si c'est au noir de jouer, et qu'il joue le coup tour H2, alors on voit que les pions blancs ne peuvent plus bouger, ils sont bloqués. Donc il n'y a plus que le roi blanc qui a le droit de bouger. Mais finalement, ce roi qui n'est pas menacé, parce qu'il n'y a aucune pièce qui le menace, la dame protège la colonne D, elle protège également cette diagonale, et la tour protège cette ligne, donc cette case-là. En clair, le roi, il n'est pas menacé par une pièce, mais il ne peut plus bouger. Donc c'est une situation de siège en fait. Là, c'est patte, match nul. Donc le tour H2 était un mauvais coup. Deuxième situation, si il y a une répétition de coups. Donc là, en fait, l'idée c'est que si jamais les deux joueurs ne veulent pas jouer autre chose qu'un seul coup, donc il y a répétition en fait, ça sert à rien d'avancer, en fait la partie n'avancera plus, et donc c'est déclaré nul. Ça veut dire qu'il y a deux règles. La première c'est, si jamais on joue 50 coups de suite, sans qu'il y ait de mouvement de pion ou de prise, parce que c'est les deux trucs qui sont irréversibles, alors à ce moment-là, on dit que c'est partie nulle, et c'est automatique. Et la deuxième règle, c'est si jamais on atteint 3 fois la même position, alors c'est partie nulle. Donc ça veut dire que après chaque coup de blanc ou de noir, vous prenez une photo de l'échiquier, et ensuite vous regardez toutes les photos à tous les moments de la partie, et s'il y a 3 fois la même photo, c'est nul. Ça veut dire que ça n'a pas besoin d'être simultané. Vous pouvez faire 2 fois la même position, et puis 10 coups après, vous retombez sur cette position, c'est parti nul. Alors, quand je dis la position, c'est vraiment exactement la position, donc ça prend en compte la possibilité de rock, la possibilité de en passant, etc. Mais ça, c'est un peu tricky. La troisième idée pour faire nul, c'est par manque de matériel. Donc si on est dans une situation où aucun des deux joueurs n'a le matériel suffisant pour mener échec et mat, eh bien c'est parti nul. Pour vous donner une idée, si vous avez au moins une tour, vous pouvez mener un échec et mat. Si vous avez au moins une dame, c'est pareil. Si vous avez au moins un pion, vous pouvez le faire. Et ça devient compliqué si vous avez seulement un fou, seulement un cavalier, c'est pas possible. Et si vous avez les deux, c'est très compliqué, donc
vous dire que c'est pas possible. Et si vous avez 2 cavaliers, c'est pas possible non plus. Enfin bref, ce que vous pouvez retenir, c'est que si vous avez un pion, une tour ou une dame, vous pouvez encore mener un mat. Et puis dans les autres cas, vous pouvez considérer que ça fait partie nulle par manque de matériel. Maintenant, tout ça c'est bien, je vous ai parlé de comment on gagne ou comment on fait nul. Maintenant, il faut savoir comment on fait ça. Le plus difficile aux échecs, dans les règles, c'est d'apprendre le mouvement des pièces. Une fois qu'on a bien compris et qu'on visualise très bien le mouvement des pièces, en fait le jeu devient assez naturel. Et c'est plus qu'une histoire de réflexion et de calcul. D'abord le roi, parce que c'est probablement la pièce la plus importante. Le roi il peut se déplacer tout autour de lui, mais que de une case. Typiquement, ce roi en C2, il peut aller sur toutes ces cases-là. Pareil, le roi en F8, il peut aller sur toutes ces cases-là. La tour, elle se déplace sur une ligne ou sur une colonne. Elle va tout droit, en fait, aussi loin qu'elle veut en un seul coup. Par contre, elle ne peut pas traverser un obstacle, donc elle ne saute pas par-dessus. Donc là, typiquement, on voit la tour, elle va sur toute la colonne E et sur toute la ligne 4, elle peut atteindre toutes ces cases-là. Le fou, lui, il se déplace en diagonale. Donc là, vous le voyez, il va sur sous ces 2 diagonales, et c'est pareil, il va aussi loin qu'il veut, mais il ne peut pas sauter par-dessus. On peut noter qu'un fou qui est sur une case blanche, du coup, il restera toujours sur une case blanche, et un fou sur case noire restera toujours sur case noire. Ça donne des idées intéressantes. La dame, elle, c'est un mélange entre un fou et une tour. En fait, elle a les 2 capacités à la fois. Elle se déplace en étoile, donc sur la colonne E, sur la ligne 4, et selon les 2 diagonales. De la même façon, elle va aussi loin qu'elle veut, elle ne saute pas par-dessus. Pour le cavalier, c'est assez difficile, en fait c'est la pièce qui est la plus difficile à comprendre. La définition, c'est vous regardez un rectangle de 2 fois 3 cases, par exemple celui-ci. Si le cavalier est à l'un des angles, alors il peut se déplacer selon la diagonale sur l'autre angle. Ça paraît vraiment bizarre, mais en fait quand on regarde l'ensemble des cases que peut atteindre le cavalier, ça forme un cercle en fait, et c'est assez cohérent avec la réalité, le cavalier saute par-dessus. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que comme le cavalier n'atteint pas de case entre les deux, en fait il se déplace directement de l'une à l'autre, mais il saute par-dessus les pièces qui sont intermédiaires. Et donc ça fait la seule pièce qui peut... Le cavalier c'est la seule pièce qui peut sauter par-dessus. Pour ce qui est du pion, une façon correcte de le voir, c'est comme un spartiate. En fait il a un bouclier devant et il avance tout droit, il a ses camarades à côté donc il peut pas bouger. Il n'a pas le droit de reculer parce que ce serait signe de défaite et de couardise. Et il a une lance ou une épée à la main et donc il tape sur les côtés de son bouclier. Voilà. Donc ce qui se passe c'est que le pion il avance de une case à chaque fois vers l'avant et il tape sur ces 2 cases là. Ce qu'on peut remarquer, c'est 2 choses. Déjà premièrement, il ne peut pas reculer. En fait c'est la seule pièce qui a des mouvements irréversibles. Donc ça donnera des propriétés intéressantes sur les structures de pions. Et deuxièmement, le pion ne se déplace pas sur les mêmes cases que celles sur lesquelles il attaque. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres pièces. Si la dame peut aller à un endroit, c'est-à-dire qu'elle peut prendre une pièce qui y est, sauf si elle est de la même couleur. Mais ici, le pion, s'il se retrouve face à un autre pion, il pourra plus bouger. Enfin, les 2 sont complètement bloqués parce qu'ils ne peuvent prendre que sur les côtés. Maintenant, on va voir les coups d'accélération. Essentiellement, les coups d'accélération, c'est des gens qui jouent beaucoup se sont dit tiens, ça, on le fait tout le temps et en plusieurs coups. C'est chiant, ça nous prend du temps. Du coup, on va le faire la même chose mais en un seul coup. Voilà, ça va aller beaucoup plus vite. Le premier coup d'accélération, c'est un coup de pion. Donc l'idée, c'est que les débuts de partie, c'est souvent des coups de pion qui se rejoignent pour aller jusqu'au centre. Et pour aller plus vite, ils ont dit on va jouer le pion de 2 cases d'un coup. Donc concrètement, ça veut dire que si c'est le premier mouvement du pion, pour les blancs, s'il est toujours sur la ligne 2, alors il peut se déplacer de 1 ou de 2 cases. Donc ici, mon pion en F2, il peut aller soit en F3, soit en F4. C'est moi qui choisis en fait. Ça pose un problème. Et c'est pour ça qu'il faut rajouter une deuxième règle. Illustration. Si j'ai mon pion en F2, alors mon pion en F2, selon les règles classiques d'avant l'accélération, il ne peut se déplacer que en F3. Et si l'adversaire a un pion en G4, on voit bien que la case F3 est défendue. Et que donc, mon pion en F2, j'ai pas envie de le bouger. Il est quelque part, il est bloqué par le pion en G4. Sauf que si je rajoute cette règle d'accélération, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer de 2 cases, alors à ce moment-là, il pourrait passer par-dessus et le pion en G4 ne sert plus à rien. Et ça, c'est problématique.
La solution à ça, c'est de considérer que, en fait, dire qu'on avance de 2 cases avec le pion, c'est dire qu'on avance successivement 2 fois de 1 case. Ce que ça fait, c'est que si jamais je suis en F2 et je me déplace en F4, le pion en G4 peut quand même me manger comme si j'étais passé par la case F3. Ça paraît complètement bizarre, mais ça vient de là. Par contre, si jamais j'avance de 2 cases et le pion G4 ne me mange pas tout de suite et fait par exemple les noirs font un coup de roi, alors à ce moment-là, on peut considérer qu'en fait les noirs m'ont laissé passer, donc je peux jouer le deuxième coup, et donc mon pion n'est plus sur la case F3, il est effectivement en F4. Donc pour résumer, le coup d'accélération pour les pions, c'est qu'il peut se déplacer de 2 cases s'il veut au premier mouvement de chaque pion. Et ce que ça donne, c'est la règle du en passant, donc il peut quand même être pris sur la case où il n'est pas vraiment, mais seulement directement après avoir avancé de 2 cases. Sinon, c'est pas possible. Deuxième coup d'accélération pour le pion. Imaginons, vous avez mené une partie. En début de partie, vous avez trouvé une tactique de fou furieux et vous avez volé un pion à votre adversaire sans compensation. Et après, vous l'avez dominé pendant tout le reste de la partie pour garder votre avantage. Et vous vous retrouvez en fin de partie, roi et pion contre roi. Vous êtes très content, mais vous pouvez pas mater. Donc là, en fait, c'est un peu chiant. Vous avez l'impression d'avoir vraiment dominé toute la game, de mériter cette victoire, mais vous l'avez pas parce que vous pouvez pas faire échec et mat. La solution à ça, c'est de dire quand un pion arrive sur la ligne tout au bout, donc là si mon pion blanc arrive sur la ligne 8, il y a une promotion et donc le pion blanc peut devenir n'importe quoi d'autre qu'un pion ou un roi. Typiquement, il devient une dame. Donc là en fait, en arrivant sur la case F8, promotion, mon pion devient une dame. Et je peux venir mater le roi adverse avec un roi et une dame sans aucun problème. En fait, c'est la défaite des noirs ici. Ça peut arriver à n'importe quel moment de la partie. Il n'y a pas de condition dessus. Un pion qui arrive sur la dernière rangée, promotion. Maintenant, le roc, on l'a vu sur la vidéo précédente, c'est un mouvement qui était là quand le roi pouvait se déplacer de 2 cases et sauter par-dessus, au début du millénaire. Et en fait, ce qui se passait, c'est que la tour se déplaçait pour aller rencontrer le roi et le roi passait par-dessus. Et on arrivait dans cette situation-là. Cette situation est tellement forte, tellement intéressante, qu'en fait, les joueurs d'échecs ont décidé de garder cette possibilité. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en un seul coup, on peut faire ça. Donc, dans cette position-là, la tour va en F1 et le roi en G1 en un seul coup. On peut le faire aussi de l'autre côté. Donc, de ce côté-là, à l'aile roi, c'est le petit roc. À l'aile dame, ça s'appelle le grand roc. Donc là, c'est la même chose. Alors, la tour va rencontrer le roi passe par-dessus en un seul coup. Maintenant, comme avec le pion, comme c'est un coup d'accélération, ça fait apparaître des problèmes. Donc il y a des conditions pour pouvoir jouer le roc. La première condition, elle paraît assez évidente, parmi les trois. Donc la première condition, c'est que ce soit libre entre la tour et le roi. S'il y a encore un fou en F, la tour et le roi ne peuvent pas se déplacer. Donc il faut que l'espace soit libre entre les deux. La deuxième condition, c'est qu'il ne faut pas que le roi soit en danger au moment où on fait le roc. Parce que si le roi est menacé par un fou, par exemple, on ne peut pas bouger la tour puis le roi, parce que le roi serait perdu immédiatement. Et de même façon, le roi ne peut pas se déplacer par-dessus une case qui est menacée. Donc en fait, pour faire un petit roc, au moment où on veut le faire, il faut que ni E1, ni F1, ni G1 ne soient menacés par des pièces adverses. La troisième condition, c'est que ni le roi ni la tour n'aient bougé. Par exemple, on est dans une partie, au début de la partie, mon roi se déplace en E2, puis revient en E1. À ce moment-là, je ne peux plus roquer. De même, la tour, si elle a bougé et qu'elle revient à sa position, elle ne peut plus... Donc on pourra roquer de l'autre côté, par exemple. Donc je répète les trois conditions du roc. Il faut que l'espace soit libre entre les deux. Il faut que le roi ne soit pas en danger, ne se déplace pas sur une case en danger. Et la troisième condition, il faut que ni le roi ni la tour n'aient bougé. En particulier, une idée préconçue, c'est que le roi ne peut pas roquer s'il a été en échec. C'est pas le cas, en fait. Le roi peut être en échec, on bloque l'échec, et puis plus tard on roque, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est si le roi est en échec, qu'il esquive, puis qu'il veut roquer, ça c'est impossible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc maintenant que vous savez jouer aux échecs,
Je vous incite vraiment à faire une partie, vous allez alpaguer un copain pour faire une partie immédiatement avec lui ou dans la semaine. Ça permet de vraiment fixer l'idée pour pas que ça se perde. Et dans tous les cas, les vidéos qui arrivent, que vous allez bientôt voir du coup, ça va être sur comment est-ce qu'on joue correctement aux échecs, quelles sont les bonnes idées à avoir, et qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve devant un échiquier et que on ne sait pas quoi jouer. Les échecs, c'est comme le vélo. Ils vont pas comprendre pourquoi tu rigoles.